tout cas, merci beaucoup. On peut remercier, vous avez vu la multiplicité des partenaires qui nous réunissent aujourd'hui, et principalement, et bien sûr, l'Université de la Terre, dans ce lieu impressionnant qui est cette organisation mondiale de la culture et de l'éducation qu'est l'UNESCO, qui impressionne toujours, à la fois par côté parfois un peu désuet de la forme, mais sur le fond, qui travaille au niveau des Nations Unies. Cette agence des Nations Unies, installée depuis longtemps à Paris, nous accueille et on remercie aussi, bien évidemment, l'UNESCO. En tout cas, merci d'être là. Certains viennent d'assez loin. Merci à nos intervenants, aux 5 personnalités que je vais rapidement vous présenter, experts et surtout, j'allais dire, acteurs engagés, acteurs concernés et actrices engagées pour la participation des citoyens qui vont évoquer leurs expériences au pluriel. Vous avez vu que le titre, La parole aux citoyens, mobilisation au pluriel, participation au pluriel et solutions. L'objectif, trouver des solutions au pluriel, à la fois dans les objectifs des mobilisations, des participations et l'objectif de solutions au pluriel, avec des modalités aussi très différentes. Et on a la chance d'avoir des acteurs et actrices concernés qui sont dans la pluralité d'actions. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle dans ce domaine, mais il faut développer peut-être certaines choses plus que d'autres. Donc nous allons en parler avec notamment, à ma gauche, Laetitia Berthollet. Merci, vous représentez la belle et grande institution Fondation de France. Vous êtes responsable du département Transition écologique et solidaire et vous accompagnez une multitude d'actions de fondations. La Fondation de France accompagne et accueille, abrite de multiples fondations, mais aussi des actions et des projets très concrets dont vous allez nous en parler. À mes côtés aussi, j'ai Mélanie Cognier. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes, pour votre part, maire d'une petite ville, Souvigné de la Sarthe, et vous avez été, avant d'être élu maire aux dernières municipales de 2020, si je me souviens bien, vous étiez tirée au sort comme citoyenne pour la fameuse Convention citoyenne pour le climat. Donc on va parler de cette expérience, et vous êtes aussi conseiller régional de la région Pays de Loire. Vous avez aussi à vos côtés et à mes côtés, merci beaucoup, Claire Mélier. Alors là, c'est la dimension internationale, à la fois avec une très récente initiative, Global Assembly, l'Assemblée mondiale de citoyens que vous avez réunis avec des critères dont on va parler pour la COP 26, donc pas la dernière mais l'avant-dernière à Glasgow. Et votre expérience au-delà de nos petites frontières franco-françaises, où on est parfois mentalement enfermé en France, permet d'avoir une vision globale de la participation des citoyens et de votre expérience en particulier. Nous avons aussi une 4e femme formidable. La parité est explosée en faveur des femmes ici. Une fois n'est pas coutume. Jeanne Yiannopoulos, merci d'être présente. Vous êtes la représentante en tant que directrice adjointe de Yes We Camp. Donc une initiative très originale qui est née à Marseille, vous allez en parler, donc je ne vais pas être très long, mais qui place le citoyen en participation de co-construction, à la fois de responsabilité et de co-responsabilité pour le domaine urbanistique et culturel à la fois. Donc vous allez nous en parler de cette belle expérience marseillaise qui essaime apparemment un peu partout depuis 10 ans. Et puis, last but not least, cher Thierry Pêche, merci à Thierry Pêche, qui est le directeur général de Terra Nova, qui est un think tank évidemment bien connu en France, très actif, très productif dans de nombreux domaines, non seulement d'expertise générale, mais surtout de propositions de solutions particulières appuyées sur des analyses d'expériences concrètes. C'est le champ d'exploration de Terra Nova, et Thierry Pêche est l'une des figures à la fois intellectuelles, mais aussi praticien de la chose publique, puisqu'il a été à la tête d'un comité de gouvernance de la fameuse Convention citoyenne pour le climat, qui était une innovation avec ses faiblesses et ses forces, on va en parler, qui a pu être très intéressante à mettre en perspective pour corriger les faiblesses et essayer de développer les forces. Voilà. En tout cas, merci à vous 5. On est ravis d'être là. Peut-être pour commencer, donc ce sera interactif. On aura bien sûr le loisir ça serait le paradoxe de ne pas vous donner la parole à vous, citoyens et citoyennes. Mais si vous êtes d'accord quand même, on va écouter nos praticiens de la chose participative à différents étages, j'allais dire, de la vie publique. Et d'abord, faire un petit tour de table. En 2 minutes, chacune et chacun va nous dire quel est son sens de la participation. Quelle est la définition première qu'il donne à la participation. Qui veut commencer? Peut-être Laetitia sur le sujet ou Mélanie, peu importe.
allez-y en 2 minutes, et après on fera un tour de table sur leur expérience personnelle et très riche d'enseignement. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour à tous. Donc, alors nous, sur la participation à la Fondation de France, en fait, je dirais que la participation chez nous, elle repose sur 2 piliers. Le premier, c'est la question de la dignité et de la participation des personnes concernées par les projets qu'on soutient. Alors nous, on n'est pas praticiens de la participation vraiment. On soutient des projets qui mettent en œuvre ces techniques de participation. Donc le premier pilier, c'est vraiment très anciennement dans la culture de la Fondation de France, cette question il faut que les personnes concernées par les projets soient au cœur des projets et donc puissent participer. Et le deuxième pilier, c'est vraiment celui j'allais dire, de la démocratie et du dialogue, puisqu'on se considère, nous, Fondation de France, comme un lieu de dialogue entre des mondes qui se côtoient chez nous, des fondations avec des grosses entreprises, des citoyens à travers les projets qu'on finance, etc. Et donc, cette question de la participation, on la conçoit vraiment comme le dialogue entre toutes ces parties prenantes et faciliter le dialogue entre toutes ces parties prenantes. Merci pour cette première définition rapide. On va creuser effectivement votre expérience. Mélanie, en 2 minutes, oui, quelle est votre idée de la participation ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour moi, participer, c'est s'engager, en fait. C'est ce que j'ai fait pour la Convention citoyenne. S'engager, c'est rendre service, aider les autres. Ça implique une disponibilité et une proximité. Donc, en participant à la Convention citoyenne pour le climat, je me suis engagée à suivre cet exercice de la Convention citoyenne pour le climat. Et on ne savait pas au début, mais à continuer l'engagement derrière avec le suivi de la rédaction du projet de loi de climat et résilience, et puis aujourd'hui avec mon engagement en tant que maire et puis en tant que conseillère régionale. Voilà ce qui est pour moi la participation. Merci beaucoup. Le mot proximité, évidemment, étant aussi attaché à votre fonction d'élu local. Merci peut-être aussi à Claire de nous dire en 2 minutes quel est son premier sens. Oui, bonjour à tous. De la participation. Pour moi, la participation, j'ai abordé la participation en tant que praticienne au départ, et dans ce que j'appellerais les démarches de participation légitimées par des institutions, par exemple, comme les processus délibératifs, les processus participatifs. Ça a été, c'est ce qui m'a motivée depuis 20 ans. Et par contre, ce dont je prends conscience de plus en plus maintenant, c'est qu'il y a une forme de participation qui est, je dirais, plus revendiquée, comme les mouvements, les mobilisations. C'est un des thèmes d'aujourd'hui. Et ça, c'est important pour moi de se rappeler que c'est à la fois, c'est aussi important que les formes légitimées, parce qu'on voit qu'on a en ce moment, notamment au Royaume-Uni où je vis, un mouvement justement de répression de ces formes de mobilisation avec des législations qui limitent le droit, par exemple, à la manifestation. Et je pense qu'il faut vraiment se rappeler que certaines de nos plus grandes avancées démocratiques ou en termes de droits humains sont venues de ces mouvements-là. Donc la participation, pour moi, c'est à la fois les mouvements légitimés, mais aussi revendiqués. Merci Claire de cette orientation de notre réflexion. Et puis peut-être continuons avec Jeanne et Thierry. Jeanne, en quelques mots, effectivement, quel est le sens que vous donnez à ce concept qui est une réalité de participation ? Bonjour à toutes et à tous. Pour nous, la participation, c'est donner le pouvoir d'agir. C'est créer des espaces dans lesquels on va pouvoir prendre part, s'impliquer, proposer, et voilà, donc donner la parole par le geste. Et pour ça, il faut créer des espaces accessibles, des espaces gratuits, des espaces ouverts à tous. Voilà, c'est ma définition. Merci d'être très succincte en plus et très claire. Merci Thierry d'embrayer sur une définition un peu générale avant d'entrer sur l'expérience particulière que vous avez pu accompagner et même pour certains aspects diriger. Thierry, oui, votre conception de la participation aujourd'hui en France 2022 ? Eh bien moi, bonjour à toutes et à tous, j'ai à peu près de la participation l'idée que s'en faisaient les Grecs.
c'est prendre part aux affaires communes, aux affaires publiques, que ce soit dans un cadre institutionnel ou pas d'ailleurs. C'est prendre part aux affaires publiques, c'est réaliser sa citoyenneté en considérant qu'être citoyen, c'est pas simplement jouir de droits individuels, de libertés fondamentales. C'est pas simplement ce que Benjamin Constant appelait la liberté des modernes. C'est aussi s'engager pour le bien de la collectivité, de la cité, et au moment même où on s'engage, accepter de se soumettre aux décisions qui en résulteront. Et il y a deux formes de participation qui, je crois, doivent être distinguées. Des formes de participation qui sont de l'ordre de l'expression. Vous allez vous exprimer tout à l'heure. Et puis des formes de participation qui sont de l'ordre de la délibération, c'est-à-dire d'une discussion qui est tendue vers la construction d'une position commune, voire d'une décision. Et ces formes-là nécessitent des méthodes, des procédures qui déterminent dès le départ comment on mettra fin à la discussion, selon quelles règles. Et voilà, donc je fais vraiment une différence. La délibération n'est pas réservée au cadre légitime, comme disait l'oratrice qui nous a précédés. Ça peut aussi s'organiser dans un cadre civil, pourquoi pas. On pourrait le faire ensemble là aujourd'hui si on en avait le temps, mais Jean-Philippe ne nous en laissera pas le temps, donc je lui rends la parole. Merci beaucoup. Donc déjà, on voit des définitions apparaître avec leur diversité, ce qui est très compréhensible. Mais rebondissons, Thierry, sur le sujet de que moi j'appelle l'articulation entre démocratie représentative avec ces institutions fondées sur l'élection et qui ont toute leur légitimité, bien sûr, en démocratie, même si trop de pays sont malheureusement privés de cette vertu qu'on oublie parfois, qui est la démocratie élective. Mais on voit bien qu'il faut une articulation avec une participation des citoyens qui vient compléter le dispositif du paysage institutionnel, dont on voit bien qu'il est décrié, contesté. On voit les fractures civiques, l'éloignement aussi des citoyens par rapport aux institutions traditionnelles, et donc de la nécessité d'être imaginatif et même plus qu'imaginatif, volontariste dans l'organisation d'une démocratie participative ou délibérative. C'est bien de réfléchir aussi à cette notion de démocratie délibérative qui co-construit quelque chose vers un but qui est celui qu'indiquait Thierry, tout en appréciant l'intervention de Claire aussi sur la légitimation des mobilisations pour ça. Donc, pour revenir à votre expérience et à l'expérience française qui a été une innovation avec ses faiblesses et ses forces, la Convention citoyenne pour le climat, vous qui avez piloté le comité de gouvernance avec les méthodes très précises qu'il fallait réfléchir et mettre en œuvre pour ne serait-ce que sélectionner dans de bonnes conditions et de bonnes méthodologies les citoyens tirés au sort. Le tirage au sort, une vieille idée démocratique de la Grèce antique, mais qui a été d'un seul coup mise à jour dans la modernité d'aujourd'hui par la Convention citoyenne sur le climat. Il y a d'autres conventions qui arrivent. Thierry Pech, quelle est finalement, en quelques minutes, 5-6 minutes, la leçon de cette grande expérience, et je passerai la parole à Mélanie qui a participé, qui a, on a vu, susciter des débats, voire des contestations, mais aussi qui a eu des vertus. Quelle est la balance entre les forces et faiblesses, et surtout quelles sont les directions à prendre désormais à partir de cette première expérience française? Merci. Un mot peut-être de contexte pour qu'on se remette bien en mémoire les origines de l'exercice. On est à la fin du mouvement des Gilets jaunes. On sort d'une période où on a opposé, à mon sens à tort, fin du monde et fin du mois. Et l'objet de la Convention, c'est de montrer que des citoyens représentant la diversité sociale de notre pays, informés, délibérant ensemble, selon des procédures relativement organisées, peuvent arriver à concilier l'ambition climatique et la justice sociale. C'est ça qui est sur la table, c'est le mandat qui nous est donné par le Premier ministre, et ce à quoi nous travaillons dans un système de contraintes très particulier par rapport aux conventions citoyennes qui nous ont précédés, que ce soit en Colombie-Britannique, en Islande, en Irlande. Nous, on nous demande de produire sur une question qui n'est pas une controverse. On ne nous demande pas pour ou contre l'aide active à mourir, par exemple, ce qui va être la question, en gros, de la Convention fin de vie qui
qui s'ouvre dans quelques jours, on nous demande comment faire baisser d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de notre pays d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Donc c'est une question qui est ouverte et à laquelle on peut répondre de 1000 façons. D'accord ? Donc il ne s'agit pas de trancher une controverse. Il s'agit de faire des propositions et de faire des propositions qui vont, et c'est la singularité de la Convention climat par rapport à celles qui l'ont précédée, jusqu'à l'énoncé de textes de nature réglementaire ou législative qui pourraient être transmis, le moment venu, aux législateurs, en la personne du peuple lui-même par voie référendaire ou en la personne de ses représentants par voie parlementaire. Donc c'est une exigence qui est très élevée et à laquelle, pour tout vous dire, au début, je pensais que nous ne pourrions pas souscrire. Et nous y sommes arrivés grâce à ces 150 citoyens que Mélanie représente encore aujourd'hui devant vous, au terme d'efforts assez considérables. Alors, les leçons que je retiens de tout ça, les leçons positives. D'abord, cette convention a produit des propositions qui, de l'aveu général, sont sérieuses, pertinentes, et qui, d'ailleurs, ont été pour certaines traduites dans la loi et vont encore faire parler d'elles dans les semaines et les mois qui viennent. On va parler des zones à faible émission. C'est la convention qui les a durcies, pas inventées, mais durcies. On va parler du zéro artificialisation net. On va parler des passoires thermiques et notamment de l'obligation de rénovation faite aux propriétaires bailleurs. Ce sont des questions qui n'ont rien de consensuel. Deuxième enseignement. Ce n'est pas parce que vous réunissez des citoyens représentatifs de la diversité sociale qu'au terme de ce travail de délibération, d'information, de confrontation avec des experts, de confrontation entre eux, ce n'est pas pour ça qu'ils arrivent à des propositions consensuelles. Ils arrivent à des propositions auxquelles peut-être leurs concitoyens seraient arrivés eux-mêmes s'ils étaient passés par les mêmes chemins, mais rien ne le prouve. Mais ce sont des propositions sur lesquelles ils considèrent qu'un engagement collectif est possible et souhaitable. 140 propositions, c'est ça? 150. 150. 149. Non, propositions. Parce qu'ils ont décidé d'en rejeter une. D'accord. Il y en avait 150 au départ, en effet, et il en est resté 146 après les 3 jokers du président de la République et un peu moins après l'écriture de la loi. Permis du Parlement. Voilà. Autre enseignement... Oui, 120 retenus quand même. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je propose qu'on n'entre pas dans cette discussion parce qu'elle fait mal à la tête. Il y a 1000 façons de compter. Il y en a pour 1 heure minimum parce qu'en plus, on ne sera pas d'accord avec Mélanie, donc ça va durer très longtemps. Mais on peut refaire une réunion à ce sujet si vous le souhaitez. Je suis à la disposition. On fera un séminaire après en privé sur le nombre des mesures retenues. Je crois, mais j'avance à pas compter et hésitant. Je crois que Mélanie serait d'accord avec moi pour dire que quand on regarde les conventions qui nous ont précédées, en dépit des déceptions que celle-ci a pu susciter chez ceux qui attendaient un plus large engagement du législateur, c'est la convention qui aura laissé le plus de traces normatives dans les textes. Et donc, c'est pas rien, voilà, même si c'est pas assez aux yeux de beaucoup. Non, ce que je veux dire, c'est qu'un des enseignements de cette convention, c'est aussi que des gens qui avaient 25% des 150 n'avaient aucun diplôme, par exemple. Donc, ils étaient vraiment représentatifs de la population française. Ils ont eu une courbe d'apprentissage de la complexité des problèmes absolument spectaculaire. Je disais, pas pour plaisanter, parce que c'est vraiment ce que je ressentais pendant l'exercice, que j'avais l'impression que dans chaque week-end, chacun d'eux lisait une quinzaine de livres. Ils sont montés en compétences très très vite sur des sujets qui peuvent être d'une très grande complexité. Donc, je veux dire fermement devant vous aujourd'hui que l'argument selon lequel il y aurait des sujets trop complexes est un argument qui n'est pas recevable. Nous n'attendons pas des conventions citoyennes ou de toute autre forme de participation citoyenne une espèce d'excellence technique. C'est se tromper sur le mandat qui leur est confié. Le mandat qui est confié, c'est d'arriver à dominer suffisamment les options mises à disposition par la science et la technique pour faire un choix en valeur, faire un choix politique. C'est bien ça dont il s'agit. Pour ça, il faut être suffisamment éclairé de ce qui est possible. Il faut être suffisamment éclairé du savant. Mais l'arbitrage qui est attendu n'est pas un arbitrage de nature cognitive, technique, scientifique, épistémique. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors les limites, il y en a de nombreuses. J'ai consacré un livre à cette expérience pour essayer de les souligner. On peut le citer. Merci Thierry.
Oui, le Parlement des ça citoyens. Ça ira plus vite pour l'ensemble des voilà. limites. Donc je vous y renvoie. Je pense qu'on est dans une phase d'expérimentation, qu'il ne faut pas codifier les choses en les figeant dans la loi dès maintenant. Il y a besoin de faire d'autres expériences. J'aimerais que nous fassions, par exemple, et je finirai par là, Jean-Philippe, l'expérience d'une convention comme l'avaient faite les Irlandais lors de leur premier exercice, une convention hybride, avec 2 tiers de citoyens, 1 tiers d'élus. Je pense que ça mérite d'être tenté dans notre pays. D'abord pour dissiper cette accusation permanente selon laquelle les exercices de délibération citoyenne ou de participation citoyenne seraient le début de la fin de la démocratie représentative. Cette critique n'a, à mes yeux, aucun sens. D'ailleurs, dans la plupart des exemples qui nous avaient précédés, l'initiative avait été prise par les parlements, pas par d'autres. Et je crois que dans le cas irlandais, ça a très bien fonctionné. Si la deuxième convention irlandaise n'était pas hybride, c'est parce que les politiques ne l'ont pas souhaité, parce qu'ils ne voulaient pas s'affronter à un certain nombre de questions. C'était le cas, me semble, du droit à l'avortement en particulier, ou des questions de société qui étaient très clivantes pour les Irlandais, et pas du tout parce qu'ils auraient été mis dehors. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. En tout cas, puis on reviendra sur les développements à venir et peut-être sur le sujet du changement d'échelle que j'aimerais évoquer dans un deuxième temps. Mais d'abord, Mélanie Cognier, merci de nous dire, vous qui avez été tirée au sort, donc vous n'y attendiez pas du tout. Vous pourrez peut-être préciser quelle était votre formation aussi pour évoquer le sujet de la complexité qui n'est pas un argument ou un contre-argument à opposer à la participation des citoyens. Comment vous avez vécu cette expérience de son début, de vos peut-être a priori de départ, et puis d'éventuels changements que vous avez pu opérer vous-même dans la conception de votre rôle? Alors, mon expérience, moi j'ai reçu un SMS un matin de septembre me disant « Voulez-vous participer à la Convention citoyenne pour le climat ?» J'ai dit encore un fake, je sais ce que c'est que cette histoire. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit « Ah mais il me semble qu'au printemps, le président avait parlé d'un truc comme ça. » Donc j'ai fait une recherche Internet et j'ai vu qu'ils étaient en train de recruter. J'ai répondu oui. On m'a demandé mon département, la Sarthe, et plus de nouvelles. Ils m'ont rappelé quelques jours plus tard parce qu'en fait, on était tiré au sort, 300 000 numéros de téléphone, tout ça. Et ensuite, sur les personnes qui étaient volontaires, on peut dire que c'est un billet de sélection, mais quand même, on était volontaire soit pour la participation citoyenne, soit que pour le climat, soit pour la Convention citoyenne pour le climat. Mais ça, c'est pareil. On peut mettre 1 heure à en discuter. Bref, j'ai dit oui. 6 critères de sélection. Donc, effectivement, l'âge, le sexe, le niveau d'études, le niveau socio-professionnel, le type de territoire et la région. Voilà, on m'a dit, vous êtes sélectionné. Moi, j'y ai cru la veille de partir quand j'ai reçu mon billet de train, parce que alors, ce truc, c'était complètement abstrait. On me dit souvent, qu'est-ce que vous attendiez? Bah, rien, puisqu'on ne savait pas ce que c'était. Donc, on m'a dit, on va t'écouter. Je suis un peu pipelette. Je me dis, pourquoi pas, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Il n'y avait pas d'engagement ferme. Au début, on nous a dit, bah, si ça ne vous plaît pas, vous venez 1 fois, 2 fois, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, voilà. J'arrive au Palais d'Iéna. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien le Palais d'Iéna. C'est gigantesque. Des grandes colonnes, des machins, tout plein de monde. Et puis, nous voilà partis pour cette aventure qui devait durer 4 mois, qui, au final, a duré 9 mois avec les grèves des transports, le Covid, vous connaissez tous. On a rendu notre rapport au mois de juin. Le 28 juillet, le président nous invite à l'Élysée et nous dit qu'au final, si on veut, on peut être associé à la réduction des applications des diverses propositions. Donc, avec un groupe, on s'est dit pourquoi pas, on continue. On avait monté une association et nous voilà partis pour on ne savait pas combien de temps. Donc, à rencontrer les parlementaires, les lobbies, l'exécutif, un truc incroyable. Ah bah, plus d'1 année, parce que là, aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que j'ai été tirée au sort, et je suis devant vous pour témoigner de la Convention citoyenne. Mardi soir, j'étais à l'université Paris-Dauphine, pareil, des jeunes qui m'en parlaient, mais c'est un truc incroyable. On pensait, nous, on est partis tous là pour 4 mois, et puis on s'est dit, dans 4 mois, le mandat est terminé, on rentre chez nous, on n'en parle plus. Bon, après, c'était sans compter sur la première conférence de Valérie Masson-Delmotte qui nous a fait un état des lieux de l'état de la planète. Donc là, pour le coup, on est tous un peu tombés de notre chaise. Parce qu'en fait, on pensait que le gouvernement faisait ce qu'il fallait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors moi, j'éteignais l'eau, j'éteignais la lumière, je triais mes déchets, j'ai dit c'est bon, on est bien.
Eh ben non, pas du tout. Il faut faire un petit peu plus. Un pays, c'est citoyen aussi. Voilà. Et donc, vous avez apprécié globalement Ah oui, j'ai adoré. C'était... Et alors, suite à ça, bon, j'étais déjà un peu dans les assos, les choses comme ça, mais j'avais pas prévu de devenir maire, j'avais pas prévu de devenir conseillère régionale. Pour moi, c'était pas... je vous ai pas dit, j'étais auxiliaire de vie à domicile quand j'ai été tirée au sort. J'avais quand même fait un peu je suis allée un peu à l'école, j'ai un bac C. J'ai fait un IUT génie chimique option traitement de l'eau, mais c'était il y a 30 ans. Et puis je ne l'ai pas eu parce que je ne sais pas s'il y a des jeunes en études, mais si on fait toutes les soirées étudiantes le jeudi et ça ne marche pas, on n'a pas le diplôme. Hein. Même si on redouble, ça ne marche pas. Donc je n'ai pas eu mon diplôme, mais j'ai fait tout plein de trucs. Et au final, mais pour moi, c'est une expérience hyper enrichissante. Autant pour moi, avant, je votais les présidentielles, les municipales. Bon, ben voilà, je pensais faire mon devoir de citoyenne. J'ai été élue maire sur un concours de circonstances. Bon, j'étais quand même élue conseillère municipale, la tête de lycée désistée, bref. Et voilà. votre expérience a joué dans votre... Et mon expérience de la Convention m'a poussée, en fait. Je pense que si j'avais pas eu cette expérience de la Convention citoyenne, j'aurais pas osé me présenter, parce que ce que j'ai dit, j'aurais mieux fait de me taire. Des fois, je me dis, j'aurais mieux fait de me taire. Je dis, bah, s'il y a personne, moi, je peux être maire. Bon, mais il y avait personne. Voilà. Donc aujourd'hui... l'audace. L'audace, oui, ça vous a conforté... L'innocence, peut-être, parce que je ne savais pas où j'allais. Mais le fait, oui, en fait, je me suis dit, bon, tout ce que j'ai appris à la Convention, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les 149 autres qui ont des expériences, toutes les expériences diverses et variées. Je vois, il y avait un ancien maire, un informaticien, un urbaniste. Enfin, c'est vraiment une grande richesse. Oui. Et je me suis dit, ces gens-là, ils peuvent que me soutenir. Et ensuite, on est venu me chercher pour être conseillère régionale. Donc Mathieu Orphelin, il cherchait une femme, milieu rural, non encarté. Mais je cochais toutes les cases. Mélanie, tu vas être tête de liste en Sarthe pour les régionales. Bah, non, moi je suis pas compétente. Si, t'es compétente. Donc total, voilà, me voilà arrivé là-dedans aussi. Et on a été élus. Donc on est dans ce qu'on appelle... donc en 2027, on peut compter sur vous. Je sais pas ça. Donc la Majo dit qu'on est la minorité, on est l'opposition conseillère régionale des Pays de la Loire. On fait ce qu'on peut pour avancer. Et pour dire pour 2027, alors les municipales, je sais pas. Les législatives, j'ai le fils d'une copine qui a 16 ans qui me dit aux prochaines législatives, je serai ton suppléant. Mais j'ai pas prévu d'être candidate aux législatives. Faut arrêter, faut me laisser tranquille maintenant. Très grande voilà. Politique, hein, vous avez vu. Pas du tout. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on reviendra voilà. sur juste pour dire, oui. L'Assemblée... Un dernier mot, 10 secondes. La Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens. Et comme disait Thierry, avec les 6 critères de sélection, ce qui diffère du Parlement, qui a eu un petit peu peur de nous, ils ont eu peur qu'on leur prenne leur place, c'est qu'il n'y avait pas que des hommes blancs, bac plus je ne sais combien, la cinquantaine, tout ça. C'était ça notre diversité, en fait. C'était vraiment une représentativité, même si ce n'était pas exhaustif, parce qu'on n'était que 150. Merci. Merci beaucoup pour ce récit qui fait bien comprendre finalement l'engagement civique qui peut naître aussi de ce genre d'expériences délibératives qui peuvent donner confiance à beaucoup de Français directement ou indirectement. En tout cas, Claire Mélier, merci beaucoup d'être là aussi pour peut-être élargir géographiquement le spectre de l'expérience par votre structure qui s'appelle donc l'Assemblée globale ou mondiale de citoyens qui a eu une expérience j'allais dire une genèse, notamment autour de la COP26, donc il n'y a pas très longtemps, à Glasgow. Pouvez-vous nous décrire l'expérience à l'échelle internationale? Vous avez rassemblé donc des citoyens issus de combien de pays et pour faire quoi? Merci. Oui. Eh bien, on a initié donc cette assemblée mondiale. Donc, c'était une initiative de la société civile. À l'époque, en 2020, quand on a créé le concept, il n'y avait pas de mandat, je dirais. Et on a tiré des enseignements énormes de tout un tas de processus, dont la Convention citoyenne. J'étais une des chercheuses observatrices de la Convention, et une multitude d'autres processus. L'OCDE a fait un inventaire de toutes ces démarches délibératives à l'échelle mondiale, et on voit qu'il y a des exemples, plus de 600 exemples qui ont été répertoriés.
Et pour nous, ce qui était essentiel, c'était de prendre conscience que ces processus, à l'heure actuelle, beaucoup d'entre eux sont initiés dans des démocraties, dans des régimes politiques en France ou dans des économies développées, mais que la délibération, elle a énormément d'historique aussi dans des pays du continent africain, d'Amérique du Sud. Donc c'était important pour nous de centrer l'Assemblée mondiale dans un contexte beaucoup plus vaste, en fait. Et donc, en 2021, on a réuni les fonds. On a réussi à lever $1 million de différentes organisations philanthropiques et un gouvernement, qui était le gouvernement écossais, qui nous ont soutenus pour initier cette assemblée. Donc, c'était un prototype, c'était la première fois que ça a été fait au niveau mondial, et on était dans une position d'humilité par rapport à ce qu'on faisait, puisqu'il y avait des défis énormes. Vous imaginez que faire un tirage au sort, l'idée du tirage au sort à l'échelle mondiale, comment est-ce qu'on le développe? Donc on a travaillé avec des organisations comme la Sortition Foundation, qui est spécialiste de ces tirages au sort, et on a fait un tirage au sort mondial. Et au final, donc on avait une assemblée de 100 citoyens du monde entier, représentatifs tel que ça peut l'être avec 100 citoyens. On a conscience des limites d'un nombre comme celui-là. 100 citoyens, donc en fonction, Mélanie... De combien de pays? Donc 49 pays, et représentatifs en termes de démographie. Donc, par exemple, 18 citoyens chinois, 18 citoyens indiens, 5 des États-Unis, et puis après, une multitude de pays comme le Myanmar, comme... le Brésil. Enfin, vous pouvez regarder, d'ailleurs, on a lancé le rapport de l'Assemblée la semaine dernière, dans le cadre de la COP27, on l'a publié. Et donc la fonction et l'objectif de ces citoyens, donc de 40 et quelques pays sélectionnés par la méthodologie que vous avez résumée, l'objectif, c'était quoi dans le cadre de la COP? C'était de les faire délibérer, donc c'était l'idée, au même titre que la Convention citoyenne, de soutenir ces citoyens dans un processus d'intelligence collective, de délibérer sur une question qui était: comment est-ce que l'humanité peut-elle adresser la crise écologique et climatique? Donc les deux, ça c'était important, de façon équitable et effective, fair and effective en anglais. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a soutenu l'initiative. Donc, une fois lancée, a donné son approbation et a été inspiré, je pense, par le modèle, puisqu'en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que la crise écologique et climatique, c'est le résultat d'une crise de gouvernance. Et que ce soit à l'échelle locale, régionale, nationale ou transnationale, on a besoin d'entendre la voix des citoyens. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas, dans le processus des COP, il n'y a pas de mécanisme pour que les citoyens, dans leur diversité, soient entendus. En termes, juste pour vous donner une petite idée de la diversité des citoyens de l'Assemblée mondiale, on a utilisé des critères qui étaient ceux des critères mondiaux en termes de diversité de revenus. Donc, par exemple, 66% des citoyens gagnaient moins de $10 par jour. Donc, ça vous donne une idée quand même de ce qu'est... 60% des citoyens sélectionnés par vos soins avaient ce très faible niveau de revenus. Qui est représentatif de la population mondiale, de la planète. On avait 50% d'hommes, 50% de femmes, avec des niveaux d'éducation extrêmement variés aussi. Par exemple, 10 citoyens étaient totalement illettrés. Donc il a fallu les soutenir dans un processus d'apprentissage dans ce qu'on appelle la learning phase, la phase que vous, à l'Assemblée, c'est quand tu parlais, Mélanie, de Valérie Masson-Delcotte, que pour eux, ça a été important aussi de prendre conscience de cette crise climatique et écologique,
notamment par l'introduction de ces concepts par l'expertise, mais aussi par leur propre vécu. Et les citoyens eux-mêmes, on avait par exemple une membre de l'Assemblée qui était du Pakistan, et qui, pour elle, la crise, elle connaissait pas le concept de crise climatique au départ. Et ce qu'elle nous raconte dans un des documentaires, d'ailleurs, qui est disponible sur le site de l'Assemblée mondiale, disait, pour moi, ce que la sécheresse, c'était le God's will, la volonté de Dieu, en fait. Et elle décrit dans ce documentaire comment elle a pris conscience, en fait, de l'impact de nos modes de vie, de nos consommations, et aussi des gouvernances. Et de la gouvernance et de la crise de gouvernance. Merci beaucoup. On va en développer. Puis les questions sont bienvenues sur les expériences ici présentées ou synthétisées avec les contraintes de temps que nous avons. Mais merci Laetitia d'embrayer sur votre rôle à la Fondation qui est très important à l'échelle de la France, mais c'est déjà beaucoup. Si on peut faire avancer les choses, évidemment, dans chaque pays, notamment du point de vue de cette conciliation qui est au cœur de votre mandat, j'allais dire, personnel et collectif à la Fondation, à savoir la transition écologique et solidaire. En gros, comment faire, et Thierry l'a évoqué dans la mission de la Convention citoyenne pour le climat, pour faire conjuguer les objectifs d'une transition écologique rapide et effective, pour prendre le mot anglais, et la transition solidaire au sens l'action solidaire et sociale pour les plus défavorisés. Oui, merci. Alors effectivement, nous, on travaille pas tout à fait à la même échelle. Enfin, on travaille vraiment sur le plan local parce qu'on est convaincu qu'il y a plusieurs échelles en fait de travail avec ces questions de participation. Et cette question de la gouvernance dans la transition écologique, on la prend en compte depuis assez longtemps, puisque dès la création du programme environnement de la Fondation de France, on a commencé à travailler ces questions en partant du principe que si on faisait participer les personnes au niveau local, on avait plus d'efficacité, entre guillemets, dans la transformation, puisque ces personnes concernées, à la fois dans la transformation des problématiques sur le terrain, et aussi pour embrasser un plus large public, puisqu'on part des personnes concernées et on fait participer ces personnes concernées dans les cela, le local rejoint le global. Voilà. Le local peut être expérimenté. Donc effectivement, c'est pas la seule échelle, mais donc nous, on est convaincus qu'en travaillant à cette échelle, on a aussi des résultats. Et donc on est parti, nous, à la Fondation de France, comme je le disais tout à l'heure, de cette question de comment on fait le trait d'union entre des mondes qui se côtoient peu. Et donc au départ, dans les années 90, on a commencé à travailler la question environnementale à travers la notion de médiation et de concertation environnementale. Donc plutôt sur cette idée que on allait organiser des processus, enfin contribuer à organiser à travers les financements qu'on accorde, des processus de dialogue entre tous les acteurs concernés par une problématique environnementale, donc que ce soit les acteurs publics, les acteurs privés ou les citoyens. Donc on a travaillé y compris les acteurs les plus éloignés des uns des autres. Y compris les acteurs les plus éloignés, effectivement, puisque ces projets qu'on a financés concernaient parfois des projets vraiment très locaux ou très sociaux, avec des problématiques très diverses de pollution par l'agriculture dans un village, de relocalisation des espèces des voies d'escalade, par exemple, parce qu'il y avait des faucons qui nichaient à un endroit et donc il fallait regarder comment les praticiens de l'escalade ne dérangeaient pas les faucons. Donc voilà, donc tous ces processus de dialogue, on a beaucoup financé ça jusque dans les années, on va dire, 2010. Et puis est arrivé, en fait, la COP 21 et les mouvements citoyens autour des questions de transition écologique dans ces années 2010. La fameuse mobilisation. Voilà. Et donc là, on s'est dit, finalement, le dialogue n'est pas suffisant. Il y a une vraie volonté. Il faut que le dialogue reste, mais la médiation aujourd'hui, elle est
probablement plus prise en compte qu'elle ne l'était dans les années 90. Et donc, le dialogue n'est pas suffisant. Il faut passer à un degré supérieur et il faut vraiment que les citoyens, c'est leur désir, soient partie prenante dans les projets pour encourager la transition écologique et avancer. Donc, on a financé pendant quelques années des projets en ayant comme seul critère le fait que les citoyens soient impliqués dans la construction de ces projets. Ça, c'est venu dans quelles années? Ça, c'était autour des années 2015-2016, donc au moment de la COP21, voilà, c'est assez récent. Et puis, donc, en 2019, on a un peu fait le bilan de ce qu'on avait financé dans ces projets, et on s'est dit, il faut peut-être aller encore plus loin que juste la participation citoyenne, et il faut finalement mixer cette question du dialogue et de la médiation qu'on avait travaillé avant, et puis la participation citoyenne. Et on est arrivé de là à réfléchir sur la question des communs. Et donc des communs pris au sens d'Eleonore Ostrom, que certains connaissent peut-être, qui est une chercheuse qui a beaucoup théorisé ça. C'est-à-dire, un commun, c'est une communauté, donc c'est un groupe de personnes, physiques ou morales, qui sont concernées par un sujet. C'est une ressource, donc le sujet qui les concerne, c'est une ressource qui peut être matérielle ou pas. Et puis, c'est la manière dont cette communauté s'organise vraiment de manière concrète en posant des règles de gestion de la ressource qui sont collectives. Et donc, aujourd'hui, on a un programme sur la transition écologique qui travaille sur cette question des communs avec l'objectif de dire finalement comment le fait de gouverner ensemble une ressource. Alors ça peut être des ressources très variées, mais par exemple on a des projets sur la forêt, on a un projet avec Yes We Camp où il s'agit de travailler ensemble sur une friche qui va devenir un parc et où une communauté, mais qui est composée d'acteurs très différents, de citoyens, d'entreprises, de collectivités, va construire la gouvernance de ce parc et la protection de la biodiversité dans ce parc. Donc, la notion d'espace, voilà. Le commun en tant qu'espace. Voilà, alors c'est pas forcément que des espaces, mais c'est vrai que sur la question de la transition écologique, on a beaucoup de ressources naturelles, évidemment, dans les ressources. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, une des solutions pourrait être, et encore une fois, je dis une des solutions, pas la seule, d'avoir des communautés d'acteurs et le plus diversifié possible. Là encore, on n'oppose pas public, privé, citoyen. C'est vraiment comment on travaille ensemble pour gouverner les ressources ensemble et avec l'idée que ça pourrait aider à préserver et à reproduire la ressource naturelle. Transition écologique. Voilà. Bon, formidable. Merci beaucoup en tout cas pour ces axes de présentation de vos actions multiformes, et on voit bien l'enjeu à la fois de la spécificité locale, mais aussi du déploiement d'une méthodologie de conciliation de parties prenantes a priori opposées qui doivent converger vers des objectifs communs, pour reprendre votre expression. Merci Jeanne d'être là pour évoquer du coup une des actions soutenues par la Fondation de France, et celle que porte l'équipe autour de Jeanne ici présente avec Yes We Camp, qui est né à Marseille. Vous allez nous dire comment c'est né d'une manière très créative. Marseille est très créatif comme espace, on le sait. Et en ce domaine, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a produit des effets durables. Merci de nous résumer l'action de votre organisation. Oui, mais peut-être que je vais revenir avant sur l'évolution de la pratique d'urbanisme. Donc, on est à Yes We Camp, il y a des urbanistes, des architectes, des artistes. Moi, je suis urbaniste depuis une quinzaine d'années et je vois vraiment la façon dont la participation, justement, des citoyens a évolué. Au départ, et même quand j'étais à la fac, et c'était juste, voilà, on fait un projet, il faut concerter. Donc, on réunissait les gens et puis on disait, bon, voilà, on va faire ça. Et puis, en réalité, du coup, les programmes, ils se faisaient dans nos bureaux. On réfléchissait, bon, voilà, on va mettre des bureaux, là, on va mettre des commerces, là, on va mettre des logements. Et puis après, on faisait une réunion publique, histoire de dire, et puis on expliquait aux gens, et voilà. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'est quand on coproduit, quand on co-construit avec les gens, que d'une part, ça crée des programmes intéressants, mais que surtout, ça crée aussi de l'envie. D'ailleurs, c'est marrant, ce que tu disais, je rebondis sur ce que tu disais, Mélanie, parce qu'en fait, du coup, on t'a ouvert un espace et ça a suscité de l'envie, ça a suscité même une vocation et des parcours. Et moi, ça, je le vois aussi dans ma pratique au quotidien.
ça suscite de l'envie et ça suscite aussi du prendre soin. Alors nous, c'est à une échelle locale, mais je pense que même à l'échelle mondiale, ça se répercute. Enfin, c'est la même chose. Par exemple, si on travaille avec des jeunes sur à quoi va ressembler leur parc, à quoi va ressembler leur espace public, ils vont en prendre soin, en fait, parce que juste, ils l'auront travaillé avec nous. Et donc, si ils disent, ouais, moi, j'ai envie d'avoir, je sais pas moi, un truc pour faire du sport, j'ai envie d'avoir, voilà, c'est ça, ils vont en prendre soin, le discours ne sera pas le même autour de ça. Et voilà, et donc nous, Yes We Camp, ce qu'on essaie d'insuffler, c'est ça, c'est de faire en sorte que les gens soient coproducteurs des lieux de vie. Voilà, donc Yes We Camp, c'est une association qui a une dizaine d'années, qui est née en effet en 2013, pendant que Marseille était capitale européenne de la culture. Et du coup, voilà, on est engagé dans l'ouverture d'une quinzaine de lieux aujourd'hui qui mêlent plusieurs fonctions, des fonctions sociales, solidaires, artistiques, culturelles, citoyennes. C'est vraiment des laboratoires de citoyenneté. C'est des lieux donc on appelle tiers-lieux, c'est des lieux hybrides, non marchands, où en fait on a rusé au départ, c'est-à-dire on est venu se mettre dans des interstices, dans des endroits, bâtiments ou friches qui étaient en attente d'un projet, et donc sur lesquels on n'avait pas besoin de payer de loyer. Et donc là, on a créé des lieux où les gens pouvaient venir, où les gens pouvaient proposer des choses, construire ensemble, travailler, aider. Enfin voilà, c'est à Marseille et ailleurs maintenant. À Marseille et à Paris. Donc il faut que vous veniez voir. À Paris, on a des lieux super où on mêle du coup plein de publics différents. On accueille des personnes en grande précarité, où il y a des travailleurs de l'économie sociale et solidaire qui viennent. C'est aussi des lieux festifs, parce que finalement, quand il y a de la joie, c'est aussi là où il y a de l'envie. Et on voit, par exemple, pendant la crise sanitaire, nos lieux ont vraiment... il y a plein de gens qui sont venus et qui ont dit comment est-ce que je peux aider, en cuisinant, en participant aux maraudes pour aller distribuer des repas à ceux qui en ont besoin. Enfin, voilà. Et voilà. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir la façon dont maintenant on implique aussi les citoyens dans cette façon de fabriquer les lieux communs. Et juste pour finir donc sur cette notion de bien commun, donc c'est-à-dire de bien qui appartient à tout le monde, je suis contente parce que même ça commence à apparaître dans la législation. Je sais que c'est à Naples, par exemple. Maintenant, il y a les biens publics, il y a les biens privés et il y a les biens communs. Voilà. Et donc, c'est des biens dont tout le monde doit prendre soin, qui sont co-construits par tout le monde et qui ont aussi une réalité législative et réglementaire. Merci Jeanne, c'est très intéressant effectivement. Donc je reviens et vous donner la parole à Thierry Pêche avant notre échange et merci de vos questions d'avance. C'est vrai que revient quand même l'idée que tout ça, même avec les limites de chaque exercice particulier de participation locale, nationale ou internationale, on voit que derrière les limites, il y a beaucoup d'engagements qui co-construisent de l'envie. Je reprends votre mot qui est très important et qu'on revoit dans vos propos aussi, Mélanie et Claire, c'est que dans un paysage, notamment en France, où on voit une sorte de désenchantement démocratique, où les gens, pour de bonnes ou mauvaises raisons, peu importe, n'ont pas forcément envie de s'engager dans les formes traditionnelles de la vie publique, voire politique. En revanche, sur l'engagement citoyen, on voit beaucoup de créativité. Et ma question vers Thierry Pêche, avant de passer aux questions, est-ce qu'il n'est pas temps, après ces expériences, parfois pas assez mises en valeur par les médias, peu importe, on ne va pas faire un débat sur les médias, mais c'est vrai, quel est le stade aujourd'hui? Nous ne sommes pas, c'est un point d'interrogation, à un stade où il faut passer à une échelle supérieure de la démocratie délibérative, au-delà des conventions et avec les conventions et leurs enseignements, pour faire en sorte, moi c'était une idée, une proposition d'il y a 10 ans de la revue civique qui a été modérément suivie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais peut-être il est temps de passer à l'échelle nationale, par exemple en France, pour faire en sorte que les Français citoyens ne s'expriment pas seulement pour désigner des candidats entre eux à partir de leurs étiquettes préférées, mais aussi de s'exprimer sur des sujets. Pourquoi pas avoir une démocratie délibérative? Est-ce que c'est une utopie autour de quelques sujets qui pourraient faire pédagogie publique d'ensemble pour la démocratie et la revitaliser? Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut envisager, cher Thierry? D'abord, je voudrais dire qu'en écoutant Mélanie et Jeanne
il y a quelque chose qui ressort, c'est que le trésor qui est caché au fond du jardin de la participation civique, c'est qu'il y a de la joie dans l'action. Il y a de la joie dans l'action collective. Et je crois qu'à trop cultiver la liberté des modernes, celle qui se contente de la jouissance respectée des droits individuels et des libertés fondamentales, on se tient soi-même dans une espèce d'espace démocratique neurasthénique, assez solitaire, d'une pauvreté symbolique absolument insondable. Et qu'au contraire, les formes d'engagement collectif procurent une joie, une estime de soi, un partage que ceux qui ne l'ont jamais vécu ne peuvent pas soupçonner. D'où, en effet, la question comment faire pour que pouvons-nous faire pour être à peu près certains que dans 10 ans, l'immense majorité de nos concitoyens auront eu la chance de connaître ça. En termes de construction du civisme, en termes de respect de la cité, en termes de reconnaissance de la puissance de la cité, c'est sans doute vital. Le problème, il est le suivant, c'est que si vous voulez faire partager des expériences de délibération à des millions de Français, c'est très compliqué, parce que délibérer, ça veut dire échanger, réagir à ce que dit l'autre, faire ça en face à face. On ne peut pas faire ça, même à 150, c'est compliqué, je peux vous le dire, Mélanie peut vous le raconter. Donc la délibération... À défaut de délibérer, consulter. Oui, mais déjà, c'est pas pareil, vous voyez. Non, mais c'est peut-être mieux que pas consulter du tout. Oui, c'est mieux que rien, mais mieux que rien, c'est pire que tout, comme disaient certains manifestants. Donc il faut... je crois qu'il faut relever, il faut essayer de craquer cette difficulté. Il y a des bénéfices à la délibération qui, malheureusement, font qu'elle ne peut pas... elle peut pas s'ouvrir à un nombre très grand d'individus. Donc moi, je crois qu'il faut penser les expériences délibératives dans un cycle délibératif plus large, qui s'articule à de la participation. Soit organiser la délibération à 150, à 200, on ne pourra pas aller tellement plus loin, après une forme de participation de masse, un forum sur lequel les concitoyens sont venus déposer leurs avis, leurs aspirations, etc. Soit après la délibération organisée de la participation de masse, sous la forme d'une campagne référendaire, par exemple, sous d'autres formes encore, soit les deux. Mais je crois qu'il est vital qu'on ne se contente pas de dire « ça a profité à tout le monde puisque c'était public ». C'est pas vrai. C'est public, ça profite pas à tout le monde. Le journal officiel est public. Vous le lisez pas tous les matins. La publicité du journal officiel est simplement la construction d'une présomption de connaissance et de conscience de la part des citoyens. Ou alors, tout le monde a pu en profiter puisque j'ai fait une plateforme inclusive sur laquelle tout le monde peut venir faire des propositions. Ah oui, formidable. On a eu sur la plateforme de la Convention 3500 propositions. D'abord, c'est rien par rapport à la masse des gens qu'on aurait souhaité toucher. Et ensuite, c'est trop pour en avoir tenu compte dans un espace de délibération. Donc, il faut aller plus loin que ça. Ensuite, ensuite, j'en aurai terminé. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé. Elle est dans l'esprit des lois de Montesquieu lorsqu'il parle du tirage au sort. Il parle du tirage au sort dans la Grèce antique et il dit « Le tirage au sort donnait à chacun une espérance raisonnable de servir sa patrie. » Et en effet, dans l'Athènes de Périclès, on pense que 2/3 des hommes, pas des femmes naturellement, et des hommes adultes, avaient connu une fois dans leur vie une charge publique issue du tirage au sort. C'est énorme. On ne peut pas en dire autant. Que pouvons-nous faire, nous autres, pour donner à chacun de nos concitoyens une chance raisonnable de servir la cité? Quel mandat il faut faire tourner en rotation plus rapide? Quelle responsabilité locale? Quelle responsabilité dans les entreprises, etc. Posons-nous ces questions-là avec un seul objectif en tête, que dans 10 ans ou 15 ans, on se soit donné les moyens qu'une immense majorité de nos compatriotes ait eu une chance de rencontrer cette joie qu'il y a dans l'action collective. Merci de ces ouvertures aussi sur l'enjeu de la co-responsabilité joyeuse
de la chose publique, qui n'est pas perçue comme telle, évidemment, on le voit bien, mais qui est un enjeu de notre société, de sa revitalisation. Merci de vous identifier sur des questions et vers des solutions plus que vers des choses assénées. Donc je vois trois allez-y, là, dans le désordre, monsieur. Et puis derrière, deux questions, puis on va tenter de vous répondre. Merci. Philippe Garcin. Une info, une question et une ouverture. Merci. Une info, j'anime un sujet de transition sur un commun financé par la Fondation de France dans le Morvan. D'accord, dans le Morvan. OK. Ouais, et c'est passionnant, effectivement. La question, c'est ma situation. J'habite dans le sud du Jura, une Comcom de 25 000 habitants, 116 élus, qui n'ont pas de projet de territoire. Moi, ça m'a fait un peu froid dans le dos quand je me suis installé que le président m'a dit ça. Avec un collègue, on se dit, eh ben, on va aller voir les 116, parce qu'ils sont de tous bords politiques, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ça arrive. Oui. Donc, on s'est dit, on va y travailler cette semaine. On va aller voir individuellement les 116 élus avec un questionnaire appréciatif. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils voudraient pour leur territoire, quels sont leurs projets. Et ensuite, une synthèse qu'on leur remettra sur voilà ce qui vous réunit. Et ma question, c'est peut-être à madame ou à la Fondation de France, quelles sont les chances quelles sont les clés pour réussir ce truc-là? Oui, en gros, si je traduis bien votre question, à partir d'une diversité, voire des confrontations qui fait que ça bloque dans la concertation entre élus, comment faire pour débloquer des situations à partir de projets? Voilà. Notre idée, c'est de réunir une quarantaine de citoyens qui vont aller interroger chacun 3 ou 4 de leurs élus locaux. Alors, juste une précision sur le domaine des projets en question du Jura, c'est des projets de quel ordre? Il n'y a pas de projet de territoire. En général, de territoire en général. Le territoire, c'est de l'agriculture, c'est du comté, et puis un petit peu d'industrie. De territoire, on va y répondre peut-être. Et juste une ouverture. Oui. On a créé récemment une association qui s'appelle le Lichen, le-lichen.org, qui travaille la question comment les humains peuvent aménager leurs espaces de vie en tenant compte des prérogatives des autres espèces vivantes. D'accord. Merci pour la page de publicité et d'ouverture. Merci. Monsieur, derrière, oui, et puis monsieur, après. Donc, Antoine Anderson, moi, je suis engagé dans l'économie sociale et solidaire, notamment, mais également dans les processus de participatif. J'avais envie de revenir sur la Convention citoyenne sur le climat. On parle d'ambition climatique et à la fois de justice sociale. On peut imaginer que l'idée de justice sociale est un point très important pour les citoyens. Et pourtant, ce qui apparaît de tout ce dispositif énorme, qui a laissé des traces 3-4 ans après, ce qui apparaît, ce sont les propositions. Mais ce qui apparaît moins, justement, c'est le prisme de la justice sociale. Et la question que je voudrais poser, c'est comment, en fait, a été traitée cette question, dont on peut imaginer qu'elle est vraiment au cœur. Et elle prend de l'ampleur aujourd'hui. Elle prend de l'ampleur sur cette question sociale dans le débat, avec justement les problèmes de l'énergie, les problèmes de pouvoir d'achat et l'explosion des inégalités. Donc, n'étant pas vraiment au cœur, qu'est-ce qui était important, justice sociale ou proposition? Certainement les deux. Mais la justice sociale, comment elle a été traitée? Merci de cette question très importante sur la visibilité, finalement, des délibérations ou des décisions au prisme du social. Monsieur? Bon, désolé, c'est pas très parité. Il n'y a pas beaucoup de parité, là. Il n'y a que des hommes, désolé. Oui, oui. Du coup, dans la salle, il y a des femmes vous rétablissez un équilibre qui n'est pas à la tribune. C'est d'accord. Parfait, merci. Toute ma solidarité. La question, elle s'adresse plutôt aux êtres humains que vous êtes là sur le pupitre. Comment gardez-vous la foi? Comment arrivez-vous à continuer de mobiliser, que ça soit dans vos rôles politiques, associatifs, entreprises, conventions, peu importe, quand il s'agit de faire avancer un TGV sur notre pays, territoire, enfin peu importe l'échelle, et que nous avançons plutôt actuellement, encore et toujours, en trottinette, confère les dernières alertes des alertes des scientifiques. Merci de cette question également. Donc peut-être pour la première, on prendra une série de femmes après, en priorité. Peut-être sur le sujet de comment faire pour débloquer des projets de territoire. Alors là, c'est un vaste débat démocratique. Mais Mélanie, un point de vue, peut-être Laetitia. Allez-y, Laetitia.
Alors, j'ai pas la solution miracle, hein, mais effectivement, c'est une vraie question. Dans ces processus de commun, je disais tout à l'heure, nous, on voudrait réunir tous les acteurs, etc. Bon, bah, on se rend compte que c'est pas si simple, en fait. Et notamment, ça pose des questions parce qu'il y a des questions de... cette question des communs, elle pose vraiment une question de propriété, en fait, ou de souveraineté sur une ressource. Et pour les collectivités, c'est pas facile, en fait, parce qu'une collectivité, elle se dit, alors si je prends une ressource naturelle, elle se dit, bah, c'est une forêt communale, alors pourquoi, puisque la propriété, elle est à la commune, pourquoi j'ai le droit de la gérer, et de même un propriétaire privé. Donc ces questions de commun, ils posent ces questions-là de sortir de nos codes traditionnels de propriété de la ressource, en fait. Oui, et puis des Donc, catégories qui enferment. Voilà, de dire, bah, en tant qu'élu, j'ai été élu, j'ai un mandat, et donc pourquoi j'irais, en fait, alors je caricature, hein, bien sûr tout le monde n'est pas comme ça, mais pourquoi j'irais travailler avec les citoyens, parce que les citoyens m'ont mis là. Mmh. Et donc voilà, ça répond pas vraiment à votre question, mais je pense que il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui sont faits par des associations qui travaillent sur ces questions de commun, etc., sur ce qu'on appelle le partenariat public commun. Et donc, en discutant avec des élus, pour eux aussi, c'est vraiment une question de formation, c'est de déplacer. Alors peut-être que Mélanie aura un regard là-dessus aussi, mais c'est apprendre à déplacer leur regard, apprendre à considérer que l'expertise, c'est pas seulement une expertise technique qu'ils ont eux, ou qu'ont les fonctionnaires dans les services au-delà même des élus. Et donc, ça se résout en général quand ça se résout, avec du dialogue, avec ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire vraiment en se connaissant, en s'approchant. La discussion. Voilà. Et donc, moi, je vous incite aussi à aller voir d'autres qui ont déjà travaillé sur ces sujets-là et aller voir comment ça s'est passé ailleurs. Donc, et vous pouvez servir informellement de point d'orientation, d'information sur cet enjeu. Mélanie, comment débloquer des projets de territoire qui bloquent pour des raisons politiques? Je vais parcourir les 3 questions, comme ça je ne reprends pas la parole. Oui. Pour ce qui est de comment faire travailler les élus ensemble, alors après je ne sais pas si c'est une communauté de communes, un pays, c'est la Comcom. Nous, sur notre communauté de communes, on a la chance de bien s'entendre, 17 élus, tous les maires, 17 communes, tous les maires sont au bureau des maires, donc on travaille ensemble tous les 15 jours, on se voit. On n'a pas vraiment de projet de territoire, mais on avance ensemble. Après, on a une autre dimension, c'est le pays. C'est-à-dire qu'on regroupe 3 communautés de communes, 80 000 habitants. Et là, on a la compétence PCAET. Le PCAET a été rédigé en amont. Et là, je trouve que cette dimension du pays, on avance. Alors, on n'est pas encore dans le TGV, mais je trouve qu'on avance bien. Et c'est vraiment des élus qui, avant, ne se parlaient quasiment pas. Et aujourd'hui... C'est grâce à la directrice, au président, tout ça, qu'on arrive à faire avancer les choses. On disait que les élus ont été élus et qu'après, ils ne consultent plus. Moi, je trouve ça complètement idiot. Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'un élu, il est en CDD et qu'on ne sait pas si on sera réélu le prochain coup. Donc, et qu'on a été élu, effectivement, mais on représente une population. Et alors moi, je ne sais pas si c'est normal, mais... Moi, je suis toujours Mélanie, je ne suis pas Madame le maire ou Madame la conseillère régionale. C'est vraiment, je suis restée moi, quoi. Et je ne comprends pas, il y a plein d'élus qui prennent un peu la grosse tête au final. Donc, je pense qu'il faut rester humble, même avec notre mandat d'élu. Et nous, dans le cadre donc, du pays, alors à la mairie, moi, sur ma commune, bon, c'est particulier, on en reparlera un autre jour, mais c'est vraiment au niveau du pays, c'est 80 000 habitants. On fait de la consultation citoyenne aussi. Dans le centre, on fait des forums citoyens sur le plan alimentaire, agricole, territorial, sur l'établissement du schéma vélo, tout ça. Après, la justice sociale à la Convention citoyenne pour le climat, ça a été, en fait, on en parlait tout le temps. Parce que, comme disait Thierry, les 150, c'était tout. Donc, on avait les 25% qui n'ont pas de diplôme, on avait même des étudiants, on avait des gens issus de 2 personnes, je crois, une surtout qui avait vécu à la rue. Et ces personnes étaient toujours là pour nous remettre, même si des fois on oubliait un peu,
non mais attends, la justice sociale. Et on en a une qui habite à Paris, c'est Patricia. Et Patricia, c'était toujours attention, la justice sociale. Et nous, ce qu'on a voulu, alors ça se voit pas quand on prend une mesure, ce qu'a fait le gouvernement. Nous, on a 149 propositions interdépendantes. Et souvent, les journalistes nous disaient, mais quelle est votre proposition, la proposition la plus impactante? Il n'y a pas. Elles sont interdépendantes. Que ce soit les 42 propositions du groupe Se Déplacer qui sont interdépendantes, et entre elles et interdépendantes avec le groupe Se Loger, par exemple. Parce que si on continue à construire des lotissements à 2 km de la boulangerie, il faudra continuer à se déplacer en voiture. Donc tout est interdépendant et tout intègre la justice sociale. Et enfin, comment garder la foi? C'est pas tous les jours facile. Il y a des jours, on se dit, bon, ben, ça sert à rien, cette histoire. Oui, et puis, mais quand même. Oui, il faut et agir, c'est garder la foi. Et même si c'est un travail de fourmi qu'on fait tous les jours, pour moi, c'est toujours mieux que ne rien faire. Et de toute façon, moi, je me lève pour faire bouger les choses. Et c'est pour ça que j'ai été élue à la région, parce que je trouvais que le gouvernement ne faisait pas assez sur la mise en place de nos propositions. Juste pour dire, j'ai oublié de dire rapidement, oui, rapidement. Il y a des questions, attends. Il y a des questions. La loi climat et résilience, on a entendu, oui, la Convention citoyenne, c'est un fiasco, les propositions n'ont pas été reprises, 10%, gna gna gna. Donc la loi climat et résilience, quand elle est sortie, on n'en a pas entendu parler. Moi, je suis élue, je suis maire de ma commune, et j'ai des collègues maires. Et sur le ZAN, zéro artificialisation nette, ils sont en PLS total, c'est-à-dire qu'ils disent, mais comment on va faire? C'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Ils demandent une dérogation, on va attendre plus tard, tout ça. Mais plus on donne de dérogations, plus on attend, moins on s'y met. Donc pour vous dire, aujourd'hui, ils trouvent que c'est un petit peu impactant quand même. Et les ZFE aussi, zones à faible émission, c'est pareil. Au début, personne n'en parlait. Aujourd'hui, mais comment on va aller en ville? Bah oui, non, mais c'est un changement systémique qu'il faut mettre en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette loi qui semblait une petite loi qui sert à rien quand elle est sortie en 2021, eh ben en fait, elle a des impacts majeurs, pas forcément visibles comme tel. Tout, merci. Mélanie. Peut-être la parole. J'en fais juste une observation. Oui, rapide. Claire et Jeanne. Je suis très heureux d'entendre cette réévaluation rétrospective de la loi que vous aviez notée très sévèrement vous-même. Hein. Oui. Non, mais ça prouve que... Moi, je n'ai pas noté sévèrement. C'est encore un autre sujet. Non, mais peu importe. Ce qui est intéressant, on ne va pas refaire le débat. Mais ce qui est vrai, c'est que du coup, les positions évoluent. Après, la démocratie évolue à tout moment. Et donc, il y a des passages, à un moment donné, de contraction de l'espace démocratique avec les formes d'exploitation de ces tristesses démocratiques par certaines radicalités dont ils se font la spécialité d'exploiter le malaise démocratique. Et d'autres moments où il y a inversement une sorte d'engouement plus ou moins relatif, mais qui peut prendre le dessus. Et donc, pour répondre à la question comment garder la foi dans un contexte, on va dire, sobrement, qui n'implique pas forcément, c'est un euphémisme, l'ensemble des citoyens, comment embarquer vers la foi démocratique ou participative? Claire et Jeanne, sans avoir de recette miracle, comment vous faites pour embarquer d'autres que vous? Quand on voit ce qui s'est passé à la COP27 à Sharm el-Sheikh, à l'échelon international, c'est quand même un peu difficile de garder la foi, mais en même temps, je crois qu'on a... Nous, dans les pays riches, on n'a pas vraiment d'autre choix. Et pour moi, ça a été une des expériences les plus transformatrices d'organiser l'Assemblée mondiale, parce qu'on entend des témoignages qui vous font complètement réenvisager vos priorités. Enfin, un des membres de l'Assemblée était du Myanmar, il travaillait dans une mine d'or. Il travaillait le jour où, quand il faisait partie de l'Assemblée, il travaillait certains jours 20 heures par jour. Donc quand on entend ces témoignages, je pense qu'on met en perspective. Et c'est ce qui pousse au changement. Donc, à mon sens, et ça rejoint ce que Thierry Pech disait, comment créer cette délibération de masse. Moi, je crois qu'il faut qu'on utilise les ressources dans nos communautés, de gens comme vous, dans votre région, qui ont une capacité
de faire ces médiations à l'échelle locale. Et de plus en plus, moi, je crois que l'échelle locale va avoir un potentiel, notamment au niveau de la délibération, et en particulier quand les problématiques d'adaptation au changement climatique, de résilience en termes d'approvisionnement en énergie, en alimentation, en eau, c'est les besoins que Maslow décrivait comme les besoins fondamentaux. On va revenir à ça et je pense que le risque, là, moi, la foi, il faut la garder parce que sinon, on part dans des extrêmes de polarisation. Et donc, il faut utiliser les ressources que tous on a et initier ces conversations et pas avoir peur d'avoir ces conversations difficiles et de faire de la délibération à notre échelle. Merci Claire, on peut vous applaudir aussi. Et avant de passer à la question, peut-être un mot de Jeanne sur le sujet que vous évoquez, le local et peut-être le lieu où les leviers peuvent converger le plus facilement par la proximité, par finalement le caractère concret des actions à mener, et donc plus facilement qu'à des échelles supérieures, régionales, nationales ou continentales encore plus. Et donc le local et le global finalement peuvent se rejoindre. Mais comment faites-vous pour embarquer, pour, comme vous le dites, construire, créer de l'envie et pour disséminer de l'envie d'engagement? Comment vous faites? Oui, moi en effet, je crois vraiment à l'échelle locale et je crois en la société civile. C'est là où je vois beaucoup d'idées, d'imagination, d'envie, de propositions. Et encore une fois, les relais locaux, si on a en bas de chez soi un espace dans lequel on peut ouvrir la porte, où c'est gratuit, où on peut s'asseoir, où on peut discuter avec le voisin et où on peut se dire tiens, ce soir il y a une table ronde sur ce sujet-là, ça t'intéresse, moi j'aimerais bien aussi, on en parle et puis hop, on organise quelque chose. Je trouve que c'est là où ça se passe et du coup ça me fait aussi rebondir sur la question de monsieur sur le manque de projet de territoire de vos élus. J'ai envie de dire, construisez-vous le projet de territoire, en fait, parce que le temps du politique, c'est pas le temps du citoyen, et eux vont partir, mais vous allez rester. Et du coup, c'est peut-être le moment de prendre la place et de, voilà, via, en leur proposant de faire voter des budgets participatifs, en leur proposant de... voilà, et je me dis que là, ça peut être une super opportunité, justement, de construire un projet de territoire par les citoyens. Merci beaucoup. On va passer aux questions, mais c'est vrai que prendre la place dans l'espace démocratique est ouvert. Après, c'est une question de dynamique, de confrontation, parfois de confrontation dure, mais aussi de confrontation soft, qui co-construisent quelque chose. Et ce qui peut apparaître comme des blocages de départ, monsieur, dans le Jura, peut devenir des souplesses progressives. Et donc, les espaces peuvent s'ouvrir aussi à l'initiative quand elle est construite dans la durée. Il faut avoir de la persévérance, parfois dans la foi. Madame, monsieur et madame. Voilà, merci. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais partager l'expérience de parents d'élèves. Et quand on disait, voilà, un tirage au sort et tout, je dis, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont parents à un moment donné. On pourrait revenir sur le moment de la naissance où il pourrait y avoir aussi beaucoup de choses qui soient faites. Mais... Donc, parents d'élèves, c'est vrai que voilà, mes parents s'étaient engagés avant et donc je l'ai pris comme un droit, mais avant tout comme un devoir. Et c'est ce que je disais aux parents quand on faisait des réunions en début d'année. Voilà, c'est un devoir aussi d'être présent. Et déjà dans l'école, on rentre, on n'est que à la limite dans l'entrée de la cour, on n'a pas trop le droit de siéger et d'y être. En tant que parent d'élève, justement, voilà, un droit et un devoir. Et donc, par rapport à la représentativité, justement, arrivé au collège, nous, on avait plusieurs zones différentes. Et donc, la directrice a dit un jour, le principal a dit, voilà, on n'a encore pas eu les parents des quartiers qui sont venus, parce qu'en plus, c'était loin physiquement. Et donc, elle nous a tendu la perche et nous a dit, au centre social, il y a des enfants qui font de l'aide aux devoirs. Et donc, on est allé, on a décidé avec notre fédération, il y a 2 parents qui m'ont suivi, l'autre fédé au début, ils n'étaient pas trop d'accord, et on est allé au centre social. Et là, on a été reçus, là, on a eu les animateurs qui aidaient les enfants. Et quand vous parliez de joie, j'ai repensé à ça, c'est qu'un soir, après les fameuses réunions parents-prof, j'ai eu le retour des animateurs, et après, j'ai même vu la maman. La maman, elle avait eu plusieurs enfants, elle n'était jamais venue, et là, c'était sa petite dernière. Et elle a rencontré des enseignants qui, eux, étaient restés en plus dans ce collège de zone prioritaire. Et après tout ce temps, et la maman et les enseignants ont pu se voir
Et ils étaient tellement heureux, c'est une joie qu'on partage que j'aurais jamais eu autrement. Et puis en tant que parent d'élèves, c'est aussi la diversité qu'on va croiser, quoi. Parce que ça nous a forcé à aller au-devant d'autres gens. Et que aujourd'hui, même, voilà, ma fille a 26 ans aujourd'hui, je vais dans ce quartier. Avant, j'y allais pas et j'y vais. Voilà. Et c'est tellement important. Et après, effectivement, l'école, on en a parlé hier, c'était important. Il y a quand même beaucoup de freins à tout ce qu'on disait. À la fois, tout le monde n'a pas le droit de rentrer dans l'école. Bon, par ailleurs, je me suis mise dans une association, l'Artisan du Monde aussi, où on peut aller prêcher. Voilà, mais c'est important aussi de pouvoir rentrer parce que les portes ne sont pas ouvertes. Oui, c'est une institution. Et la sortie, parce qu'hier, on a compliquée. parti de mettre les enfants de sortir, ça pose des problèmes, c'est pas bien prévu. Et donc, le proverbe africain que j'avais entendu, c'est faire ce que l'on sait faire. Faire ce que l'on sait faire là où l'on est. Et je pense que ça répond aussi à la mobilisation. Merci de ce témoignage, en tout cas. Voilà. L'école, très importante. Oui, c'est l'avenir. La place des parents d'élèves est importante dans une institution qui a une tradition jacobine et administrative. Et on pourrait tirer au sort les représentants de parents d'élèves et après dire vous avez envie, vous n'avez pas envie, mais au moins... Merci en tout cas d'évoquer cette part de chacun comme pour les qui n'est jurés. pas insignifiante. Rien n'est insignifiant. Non, parce que c'est important. C'est important et chacun a... Et de la citoyenneté avec. Voilà. Tout à fait. Question ou témoignage, madame et monsieur. Oui, donc moi, Marie-Odile Payen. Je vais parler un peu du même... Qu'est-ce qui se passe ? Du même sujet, ce qui me préoccupe... Oui. Oui, le sujet qui me préoccupe, c'est comment est-ce qu'on permet la participation des populations très pauvres, justement. Et je pensais justement localement, et j'avais aussi cette question, comment est-ce qu'on permet la participation des parents très pauvres aux réunions de l'école. Voilà, c'est ce sujet-là qui me préoccupe à l'échelle locale, nationale, internationale, dans les COP26. Est-ce que des gens très pauvres sont représentés? Parce que très souvent, je trouve qu'on a tendance à s'appuyer sur des associations qui travaillent avec des gens pauvres. Mais ce n'est pas exactement la même chose d'avoir la parole directe des gens pauvres. C'est vrai, c'est nécessaire, mais peut-être pas suffisant. On va vous répondre sur ce sujet. Je prends quand même la question de monsieur. Oui, merci. Jacques Henny, je suis fondateur d'une association de mentorat d'entrepreneurs à impact. Il y a une théorie qui dit il suffit que 10% d'un groupe bascule pour que l'ensemble de l'organisation bascule. Est-ce que vous pensez, sur la base de vos expériences, on l'a vu avec la COP, on le voit avec, hélas, des résultats divers, est-ce qu'on peut estimer que cette règle de 10% permettant d'embarquer sur les territoires de plus en plus de personnes et finalement d'obliger les politiques à s'y conformer, est-ce que vous pensez qu'on peut espérer et trouver de la joie et de l'optimisme pour se lever tous les matins en se disant qu'on va bientôt y être? Merci. Merci pour cette question précise sur la masse critique suffisante pour entraîner l'ensemble d'une société démocratique. Sur le sujet, la question importante des populations les plus pauvres, qui veut répondre en premier? Peut-être vous, Laetitia, c'est le cœur de métier de votre mandat. Alors effectivement, on a aussi des actions sur ces sujets. Alors bien sûr dans tous les programmes sur ces sujets-là, mais sur la transition écologique en particulier, sur comment justement impliquer tous les publics sur ces questions de transition. Vous disiez il y a des associations et on a tendance à faire parler les associations plutôt que les personnes. En fait, alors, ce n'est pas complètement vrai. Il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives. Il y a notamment ATD Quart Monde qui travaille beaucoup sur ces questions-là et qui, eux, sont vraiment pour aller chercher les gens. Donc, vous connaissez la méthode d'action d'ATD, j'imagine. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont vivre dans... Enfin, les volontaires d'ATD sont des personnes soit issues des quartiers les plus pauvres, soit ils vont vivre dans ces quartiers et ils travaillent avec les personnes pour entendre la voix de ces personnes et la porter. Et il y a des initiatives vraiment très intéressantes de dialogue entre les publics les plus pauvres, comme plus vulnérables, et d'autres publics donc, qui sont portés par ATD notamment. Je voulais citer aussi une autre
une autre initiative qui a été portée par la Fondation du Roi Baudouin en Belgique, où l'idée était d'aller interroger justement des publics en précarité énergétique sur comment, donc c'est le même principe un peu que la Convention des citoyens pour le climat, sur les propositions que eux pouvaient faire sur les questions énergétiques, et qui a donné des choses très intéressantes. Après, la problématique, elle reste toujours la même, c'est-à-dire comment ces propositions sont traduites dans les faits. Et souvent, c'est ça qui pose problème, parce que ces publics-là disent « mais nous, on nous a interrogés plein de fois, mais derrière, comment ce qu'on dit est entendu et porté au-delà ». Donc, voilà, on a eu... Oui, il y a beaucoup d'expériences quand même par des associations qui sont des relais, qui ne captent pas forcément la représentation des plus pauvres, mais qui permet de faire s'exprimer les populations directement. Il y a une expérience qui m'a frappé, que j'ai connue récemment par la revue Civique, qui sont les 70 antennes des PIMS, que je ne connaissais pas, les points d'information de médiation sociale, qui sont financés par des grandes entreprises et qui vont en complément des actions sociales menées par les villes, par exemple, les communes, vont vers les publics les plus exclus, ou en tout cas défavorisés, qui sont loin de la transition, des schémas de la transition écologique. Et pour la performance notamment écologique et thermique des bâtiments et de leurs bâtiments, quand ils en ont. Mais il y a des gens très pauvres qui sont dans des situations de surendettement. Et donc, des grandes entreprises sont organisées. Moi, j'ai découvert ça avec des points d'information et de médiation où les personnes, avec leurs minibus, vont dans les territoires les plus isolés, ruraux notamment, mais aussi des quartiers, pour aller finalement discuter à des co-constructions qui les concernent eux directement, en termes y compris de pouvoir d'achat, mais dont ils n'ont pas forcément la conscience. Et donc, il y a tout un travail pédagogique qui est mené parfois très discrètement, mais qui est efficace vers les populations les plus déshéritées. S'il y a des points d'intervention, Thierry Pêche. Oui, un point. La question, c'est pas simplement qui est-ce qu'on touche et qui est-ce qu'on ne touche pas. Il est évident qu'il y a des populations qu'on ne voit jamais dans les exercices de consultation obligatoire des collectivités locales. Plus exactement, les populations qu'on y rencontre sont toujours les mêmes. Donc, bien sûr qu'il faut faire parler tout le monde. Mais pourquoi il faut faire parler tout le monde? Pas simplement pour que tout le monde soit entendu, mais pour que tout le monde entende les désaccords qu'il y a entre nous. Parce qu'il y a une petite musique un peu naïve et à la fin un peu toxique, consiste à penser que si on n'avance pas assez vite, c'est juste parce qu'il n'y a pas la volonté politique, parce qu'il y a des méchants lobbies. Oui, d'accord. Mais c'est aussi parce qu'on n'est pas d'accord entre nous. Et il faut... La participation, ça sert aussi à responsabiliser le collectif et dire, OK, on reconnaît, on a des divergences. Dans les zones pavillonnaires, on n'aime pas trop les zones à faible émission parce qu'on a des voitures d'occasion, on va bosser en ville et ça va nous faire chier. Voilà. Mais il faut que ça soit dit. Mais pour que ça soit dit, il faut aller chercher ces gens des zones pavillonnaires pour qu'ils parlent. Bon, et puis donc les pauvres aussi, mais tout le monde. Je crois que c'est ce qui menace, enfin une des menaces qui pèse sur notre démocratie, c'est la déresponsabilisation de la société qui passe son temps à charger les élus de tous les maux, de tous les problèmes de la terre, mais qui ne regarde pas devant sa porte où sont ces désaccords et ceux sur lesquels il faudrait justement trouver, aller surmonter, trouver des solutions. Voilà. Oui, c'est vrai que la question de la responsabilité collective est aussi la responsabilité de mettre les sujets de désaccord sur la table et pas effectivement déporter les responsabilités toujours sur les mêmes, qui ont sans doute des responsabilités fautives, mais aussi qui ont des responsabilités positives dans la société, que sont les élus locaux en particulier, qui prennent sur la tête beaucoup de récriminations qui sont parfois radicalisées ou injustes. Alors, c'est pas pour défendre la classe politique qui a besoin de se réformer, mais enfin, c'est vrai qu'on voit cette démagogie-là assez instrumentalisée. Jeanne, peut-être sur le sujet que vous voulez. Oui, non, mais c'était juste pour rebondir sur ce sujet-là. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans le 93, à Bondy notamment. Et il faut vraiment avoir en tête que le problème de la précarité énergétique, c'est les populations les plus vulnérables qui vont trinquer
en premier lieu. Souvent, c'est des territoires sur lesquels, en plus, il n'y a pas forcément de transport en commun. Souvent, c'est des territoires sur lesquels il y a peu d'emplois, où les gens vivent dans des logements qui sont en effet pas du tout bien isolés, donc qui vont avoir, eux, des factures de chauffage extrêmement fortes. Donc, en effet, c'est ici que le rôle des associations et le rôle des élus aussi, quand même, est d'aller chercher ces personnes-là, ces populations les plus vulnérables, pour faire entendre leur voix et pour qu'ils puissent aussi participer à ces débats-là, parce que c'est vraiment les personnes qui vont être aussi le plus touchées dans ces sujets. Merci de ces précisions. Pour la question de monsieur, qui me semble aussi très intéressante, à savoir à partir de quel moment on considère que la mobilisation participative et constructive des citoyens peut être suffisamment une masse critique importante, donc ce chiffre des 10%, pour entraîner une pédagogie publique qui va beaucoup plus loin que ce qui était prévu au départ. Et donc ça revient à la question de l'échelle, qui me préoccupe moi personnellement, parce que j'en ai évoqué plusieurs fois dans les années précédentes, mais je pense qu'on est en discussion aujourd'hui, le on est collectif, entre différents acteurs de la société politique, là pour le coup, pour considérer, en respect de la démocratie représentative, que la démocratie délibérative ou consultative, même s'il y a plus que des nuances entre les deux termes, consultation et délibération, l'a évoqué Thierry, sur la consultation, y a-t-il pas à un moment donné la nécessité d'aller plus loin pour ne serait-ce que faire bouger quelques lignes, modestement, mais des lignes quand même. Et donc la question des 10% m'intéresse beaucoup. Est-ce que ces minorités qui deviennent importantes pourraient entraîner l'espace public vers plus de participation, plus de délibération et peut-être plus de solutions? C'est une question ouverte sur ces 10%. Qui veut y répondre? Merci Mélanie. Moi, c'est pas 10%. Comment on mobilise 10% pour embarquer tout le monde? Oui, j'ai bien compris, pour un pays, mais un témoignage de la Convention encore, parce que là, nous, on était 150 citoyens, et pendant les élections départementales et régionales de l'année dernière, on a eu 10% des 150 qui se sont engagés dans ces campagnes, et des gens, en l'occurrence, qui n'avaient, moi je connais en Bretagne, ils ne votaient plus du tout parce qu'ils considéraient que ça servait à rien. Et la Convention lui a ouvert les yeux et lui a dit, maintenant, en fait, peut-être qu'en tant qu'élu, j'aurai des leviers pour faire bouger les choses. Donc, pour en revenir, les conventions citoyennes, je pense que c'est hyper important pour mobiliser la population, pour nous ramener, nous, les citoyens lambda, vers la démocratie, le vote, pas forcément l'investissement avec un mandat, mais voter. Ensuite... on entend souvent, oui, il reste quelques minutes sur la consultation des pauvres. Nous, dans la Convention citoyenne, on avait des gens qui étaient, je pense, considérés comme pauvres, parce que bon, certains, je me souviens, Patricia, donc avait vécu dans la rue. Je me souviens d'une autre jeune maman célibataire de Metz. Elle habitait dans un HLM, mais pourri de moisissure, avec des revenus très très bas. Donc je pense, nous en France, on avait cette représentation de cette population. Et comme dit Claire tout à l'heure, je pense que quand on est à $10 par jour de revenus moyens, on n'est pas considéré comme les plus riches. Et juste pour finir, si on avait appliqué toutes les propositions de la Convention citoyenne dès le début, ce qu'on aurait aimé, nous, les 150, je pense qu'on aurait eu une révolution en France, parce que quand on voit 2 ans après l'accueil de ces propositions, ne serait-ce que, comme je me parlais tout à l'heure, le ZAN et les ZFE, déjà c'est très compliqué. Donc s'il avait fallu tout mettre en place, ça aurait été très compliqué. Il aurait fallu sensibiliser tout le monde. Bien, merci. Les 67 millions, c'est pas facile. Oui, merci Mélanie. Donc merci. Donc le temps imparti, c'est cool, mais nos intervenants sont disponibles pour vous informellement en dehors de cette parole dite officielle de cette tribune. Merci à chacun. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants parce que on pourrait se revoir et parler des heures, mais notamment d'un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est celui de la démocratie dans le monde. Parce que c'est vrai que consulter, faire participer des citoyens français, c'est difficile, mais aller demander à des citoyens russes ou chinois de prendre la parole autour de 10% de masse critique, c'est beaucoup plus compliqué. Ça sera un autre débat, peut-être dans une autre enceinte. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les 5 et à vous tous d'être venus écouter aussi
attentivement nos propos. À bientôt.